Petite mise en contexte sur la vidéo que vous allez voir. J'étais dans un camp d'entraînement en Arkansas, le fameux débat des chefs, qui est une discussion entre moi et Jude Dufault, qui est un entraîneur de très grande qualité qu'on a au Québec. On est vraiment chanceux d'avoir un gars comme Jude, qui est super impliqué dans le sport. D'ailleurs, entraîne Léandre Bouchard, qui est un de nos très bons athlètes sur la scène internationale, qui fait les coupes du monde. Il y avait aussi dans le groupe, un petit peu en background, l'entraîneur de Victor Véro, qui est Alexandre Gagné-Villeneuve. Et puis, il y avait tous les participants au camp d'entraînement qui étaient là. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. N'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, à aimer la vidéo, partager, puis vous allez aussi me trouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Spotify, sur Lance Coach Pascal Entraîneur, Lance Coach tout en un mot. Gang, je vous souhaite bon visionnement. Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Il est parti, là? OK. Fait que là, dans le fond, le concept, c'est qu'on a des personnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! On enregistre un podcast, cette gang. Fait que c'est ça. Fait qu'on a 13 personnes en background qu'on va vous montrer après, là. Puis les 13 personnes, ils vont nous poser des questions libres. Puis là, c'est le débat des chefs avec mon coach Jude. Yes! Yes, sir, mon Jude. Mon athlète? Ben oui, je suis son athlète. Fier de l'être en plus. Le but, c'est de... C'est de battre Tommy. Une fois. On va lui montrer, Tommy, là, il est baraqué en tabarnak. Une fois cette année. Au moins. Au moins? Il m'a dit qu'il était fatigué à la fin de la saison. Ah ouais? Ouais, il est fatigué en fin de saison. Mais je vais le conseiller. Fait que ça veut-tu dire à Saint-Félicien, ça? Non. Ça veut-tu dire que je vais te battre à la maison? Non, pas de danger. Pas de danger? Non. Pas de danger. Non, pas à Saint-Félicien, c'est pas la bonne place. T'es sûr? Non, parce que ça monte longtemps, ça. Non, ils connaissent ça. Les chemins, là, ils connaissent. Les petits troches, ils sont capables de donner des noms à tous les petits troches qui boivent. Non, c'est... Saint-Félicien. C'est là que ça se passe. Bon, Saint-Ange, je suis pas là. C'est-tu commencé, c'est pas commencé? Ouais. Non, mais c'est commencé. C'est commencé. Là. Moi, là, on peut dire des niaiseries, mais on va tout couper ça au montage. Fait que on est parti. Non, mais on n'est pas stressé. On n'est pas stressé. D'après moi, là, on va enregistrer pendant 3 heures. Sur 3 heures, on va avoir au moins 15 minutes. 3 heures? Ah oui. De 7h30 à 10h30, Jude. 3 heures. On va préparer ma valise assez vite. Fait que là, posez-nous des questions. C'est vous autres qui animez le débat. C'est Raph Piché qui compte. C'est Raph Piché. Raph Piché, une question. Que pensez-vous de 28. l'alcool dans le sport? L'alcool, on passe à une autre personne. Ça va être des questions plates, faciles de même. Alcool dans le sport, oui, on n'est pas d'accord. OK. Essentiel ou non un camp d'entraînement? Oh, c'est intéressant. Les athlètes de vélo de montagne. Intéressant, ça. Essentiel ou non? Essentiel quoi? Est-ce que c'est essentiel dans la préparation de la saison de faire des camps d'entraînement? C'est quoi les bienfaits, les choses à faire attention d'un camp d'entraînement, les avant, les après? Oui, intéressant. T'as commencé, Pascal? Ouais. C'est drôle parce que. Mais dis pas tout. Laisse-moi en un petit peu. OK. C'est drôle parce que quand je suis arrivé, j'attendais que vous arriviez. J'ai fait une capsule à ce sujet-là, de Red Puis en background, j'avais une prise électrique. C'était magnifique. Là. Je me suis dit, je suis en Arkansas, il faut que je monte les prises électriques qui sont de site. 5 éléments. En 5 éléments que je l'avais fait. Mais bon, là, dans le fond, camp d'entraînement, moi, ce que je dirais, c'est. Tu sais, je vais faire un petit. Pas un lapsus, mais je vais faire comme un petit. Un petit accro à ce que j'ai déjà fait comme contenu, là. Mais non, mais tu sais, quand je parle de même et que je dis rien, tu vois, ça fait 5 minutes que je parle, je n'ai rien dit. C'est qui est drôle. Hein? Je peux étirer ça, là. Ah, c'est allé et fini. Pour quel parti politique tu travailles? Le PLQ. Non, mais c'est parce que des fois, les politiciens, ils disent bien des affaires, mais des fois, tu sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Pour le FLQ. Non, c'est ça. C'est un parti politique, ça? Non, c'est le FLQ. OK, mettons qu'on commence à lancer le débat. C'est quoi qui est important quand on fait un camp d'entraînement? Pourquoi qu'on fait un camp d'entraînement? C'est quoi les points clés qu'il faut regarder quand on fait un camp d'entraînement? Parce que, tu sais, mettons, on le comprend, ça dépend à qui qu'on s'adresse. Il n'y a rien. Hein? Non, mais ça dépend à qui qu'on s'adresse. Si on s'adresse à des jeunes, c'est une affaire. Si on s'adresse à des masters, c'en est un autre. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Jude, pour dire que quand les masters... Là, en arrière, Léandre, on a enregistré un podcast, site, là.
Là, on t'entend en background, là. Ça marchera pas, là. Faut garder le silence. Malheureusement, puis j'en ai fait beaucoup des camps avec les masters, là, puis tu t'en vas à Cuba, t'es 5 chums, tout ce que tu veux, c'est tu veux essayer de lâcher ton chum dans une côte, puis c'est complètement inhumain d'aller faire un camp avec les masters. Les masters, malheureusement, ont tendance à un petit peu mal s'entraîner. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste donner beaucoup de qualité. Puis malheureusement, mais c'est pas ça l'essence d'un camp d'entraînement. T'sais, un camp d'entraînement, là, c'est fait pour bâtir de la base. Puis c'est fait pour être capable de mettre des éléments tout ensemble. Puis ces éléments-là, j'en parlais dans mon autre capsule, mais on peut en parler, Jude. Là, je te laisse le soin de continuer là-dessus. Mettre les éléments ensemble d'un camp d'entraînement. Oui. Puis, je pense que ce qu'il faut considérer également, c'est les stades de développement. On a des stades de développement dans le DLTA, le développement à long terme de l'athlète. Là, on a mélangé des athlètes qui ne sont pas dans les mêmes stades de développement, mais on n'avait pas tous les mêmes objectifs. Il y en a qui avaient un objectif de camp, puis de compétition. Puis il y en a qui c'était un objectif un petit peu plus de base. Puis quand tu parles de volume, c'est pour ça qu'on a déterminé des zones aussi, en termes de nombre d'heures. Fait que ça, c'est important, c'était quand même important à respecter. Moi, je pense que c'est un camp d'entraînement, oui, pour développer les habiletés, améliorer les qualités physiologiques de base, particulièrement, puis un peu spécifique, mais aussi, puis encore une fois, ce que j'ai mentionné sur mon affiche, lier des liens de camaraderie, développer des habiletés, essayer d'initier nos habiletés techniques de base, un peu plus avancées pour certains. Puis après ça, essentiellement, l'autre élément que j'avais inscrit, c'était quoi déjà? C'était quoi, Alexandre? Tu veux un autre élément, j'ai oublié? Objectif? Camaraderie? Entraînement? Technique? Ouais. Ah, c'était plus les notions de connaissance. Puis, on peut penser que juste l'entraînement, c'est suffisant. Là. On peut faire un cas d'entraînement, puis pas se soucier des autres facteurs de performance qui sont nécessaires et essentiels. On a parlé un peu de récupération. On a parlé aussi d'alimentation, de stratégie alimentaire. C'est pas vrai qu'un cas d'entraînement, c'est juste aller mettre du gaz, puis rouler dans la zone 2, dans la zone 3 tempo, puis toujours essayer de, je dirais, le terme d'essayer de se torcher tout le temps. Moi, je pense qu'il y a d'autres éléments essentiels à acquérir dans un camp d'entraînement. Surtout pas en vélo de montagne. Ouais. Tu sais, en vélo de montagne, Ouais. on a tout le côté technique. Ouais. Qu'on n'a pas nécessairement. Si on prenait Ouais. un camp de cyclisme sur route, ça serait peut-être différent parce qu'il Ouais. n'y a pas grand-chose d'autre que de mettre des watts puis de mettre des heures de selle en cyclisme sur route. T'sais. Mais tu peux faire du travail de qualité pareil en cyclisme sur route. Là. Tu peux aussi. Moi, j'ai fait un camp à Cuba longtemps avec les athlètes cyclones. Qui est venu jamais dans votre gang? Alexandre, ben oui, Alexandre était là, William aussi. Puis on faisait de l'entraînement de qualité aussi. Puis c'était plus foncier un peu. Par contre, c'était moins spécifique. Mais moi, je détermine toujours la période dans laquelle on se retrouve. Un camp d'entraînement, si c'est un camp d'entraînement en décembre, janvier, peut-être le vélo de route, de façon plus fondamentale, faire du foncier en vélo de route, c'est parfait pour des cyclistes de montagne. Puis un peu plus tard dans la saison, comme on veut essayer de répondre à la tâche de la course, puis dans le fond, c'est de prendre des décisions en vélo de montagne, bien, si on fait un camp d'entraînement, comme on fait là présentement, moi je pense que c'est beaucoup plus pertinent que si je m'en vais faire de l'entraînement sur route. Bien, moi je pense que la route peut nous servir aussi en vélo de montagne pour établir les fondamentaux. Mais c'est un peu moins fiffonné, là, on s'entend, là. Mais sincèrement, j'ai fait plusieurs reprises. J'ai au moins fait un 6-7 camps d'entraînement à Cuba. Là, c'était dans le tout inclus, c'était beaucoup plus facile. Puis on rentrait des heures. C'était du 80-100. Léon est venu. C'est des heures de selle. C'est des heures d'entraînement, puis ça nous servait bien. Moi, je trouve que ça nous servait bien. Mais je ne ferais pas ça en mars, en avril.
Sauf que la période dans laquelle on se retrouve pour un camp d'entraînement, je trouve ça fantastique. C'est plus spécifique. On est quasiment, C'est plus spécifique. on est quasiment pré-compétition, tu sais, là. Exact. Fait que là, c'est plus spécifique. On est plus en pré-compétition. Ce qu'on s'en va faire. On est dans la phase, exact. On est dans la période spécifique de préparation. Puis il y en a pour qui les courses, c'est des... Tu sais, quand on décortique un plan d'entraînement, un plan annuel d'entraînement, on est dans la période on est spécifique, puis pré-compétition. Compétition moins importante. Si j'ai un pic un peu plus tard dans la saison, ben, je peux me servir de ces courses-là présentement pour, avoir un portrait aussi de qu'est-ce que mon corps est capable de reproduire au niveau compétitif. Si, par exemple, Raphaël, tu fais la course demain, par exemple, ben, c'est pas une finalité. C'est comme faire un examen. Moi, je m'en sers de cette façon-là comme entraîneur. Mon athlète il est rendu où dans sa progression? Ça donne une expérience, quand ils sont jeunes, ça donne une expérience de course supplémentaire. Tu sais. Puis une des raisons pour laquelle aussi, tu sais, je prends la balle au bon, mais une des raisons pour laquelle, quand on vient dans un camp d'entraînement, on veut faire majoritairement du foncier, de la zone 2, tu sais. Ça vient chercher quoi? Pourquoi la zone 2? Puis pourquoi qu'on ne fait pas tant de qualité? Là, on en a fait hier. On a fait quelques intervalles, 2 minutes, 3 minutes, des sprints, etc. C'est bon parce qu'on est vers la fin du camp, ça va. Mais pourquoi que la majeure partie du camp d'entraînement, il faut faire de la zone 1 puis de la zone 2, il faut bâtir la base? Bien, c'est simple. L'entraîneur de Pogacar l'avait dit puis l'avait bien expliqué dans une vidéo. Tu sais, la zone 2, là, c'est ce que ça va solliciter quand on va s'entraîner en zone 2, là. Ça va chercher tout ce qui est au niveau musculaire dans les mitochondries. Puis là, je vais faire Charles Portman. C'est Michel Portman. Je vais y faire... il faut sortir une slide là-dessus. Là. Ouais, sortir une slide PowerPoint PowerPoint de Mike. sur le carrousel de... Oh, ouais. C'est tout qu'un chose. Michel Portman, en tout cas, c'est un monsieur qui nous parlait beaucoup des mitochondries, mais beaucoup, avec beaucoup de slides PowerPoint, pour nous expliquer finalement que la mitochondrie, ce que c'est, là, en réalité, c'est des batteries que tu as dans tes muscles. Okay? Tu as un nombre de batteries qui est déterminé génétiquement dans ton muscle. Puis ça ne changera jamais. Par contre, ta batterie, tu peux la faire passer d'une 2032 à une 3A, à une 2A, à une 9 volts, à une batterie de char. Mais la zone 2, là, c'est la seule zone qui va aller développer ça. Fait que tu sais, quand on est gossant à dire, ben fais de la zone 2, fais de la zone 2, fais de la zone 2, c'est la seule zone qui va aller développer la grosseur de tes batteries dans tes mitochondries. Pour moi, là, c'est la meilleure façon de l'expliquer, c'est ça. Fait que, puis en début de saison, surtout dans un camp d'entraînement, où est-ce qu'on passe de s'entraîner en dedans à s'entraîner à l'extérieur? Bien, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs choses que j'ai ressorties qui étaient importantes. OK? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous autres, c'est votre cas, mais quand vous êtes sur Zwift, puis que vous prenez votre vélo puis vous le sortez à l'extérieur, des fois, on se rend compte que notre position sur notre bicycle n'est pas nécessairement la même sur Zwift que quand on sort dehors. Moi, personnellement, il faut que je descende ma selle quand je vais à l'extérieur, puis il faut que j'avance un petit peu ma selle. Là, tu fais, OK, mais j'ai travaillé comme ça tout l'hiver. Fait que là, si je sors avec mon bicycle, puis je sens que j'ai besoin de changer ma position, mais là, ça veut dire, donc, au niveau biomécanique, la position est différente d'intérieur à extérieur. Exact. Donc il y a l'engagement musculaire. Oui, puis il y a une adaptation. Le corps a besoin de s'adapter. Puis en réalité, ce qu'on a à répondre comme charge de travail, puis comme travail spécifique, bien, ça va se faire sur un vélo extérieur. À moins que tu veuilles te développer comme un spécialiste. De Zwift? Ben, il y en a, là. Il y en a, e-sport. Il y en existe. Je vais prendre la balle au bon par rapport aux entraînements fonciers, zone 1, zone 2, tempo, on va dire zone 1, zone 2. Cette qualité athlétique-là, je peux la développer en état de fatigue. Je peux la développer en état de fatigue. Je peux, jour après jour, avoir des gains par rapport à essentiellement ce système d'énergie. Est-ce que je pourrais faire du travail de puissance aérobie maximale 100% pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours? C'est possible. C'est possible, je serais plus capable de travailler à des pourcentages. Ça me permettrait de pouvoir solliciter
la bonne filière énergétique. Alors, et c'est pour ça que dans un camp d'entraînement, normalement, c'est aussi, là, tu veux dire ça. Par la force des choses. C'est d'être capable de tout, c'est d'être capable de tout mettre ensemble. Tu sais, le travail neural qu'on a à l'extérieur. Juste le fait de garder la distance avec la roue d'en avant qu'on n'a pas sur Zwift. Tu sais, quand on est à l'extérieur, combien de fois qu'on se lève debout sur nos pédales qu'on ne fait pas sur Zwift? Exactement. Combien de fois qu'on est à côté sa granny, dehors, sa première vitesse, ton torque? Quand est-ce que tu fais ça sur Zwift? Jamais. Engagement musculaire de la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les mollets, les fessiers. L'engagement neural, c'est-à-dire que il y a un stress mental à l'extérieur beaucoup plus grand que être sur une base d'entraînement. On est d'accord? Fait que, est-ce que ça demande de l'énergie d'être sur un vélo puis prendre des. Je ne sais pas combien de décisions. En tout cas, moi, j'ai roulé ce matin. C'est là, clair. Puis des prises de décision. clair. J'ai pas arrêté d'en prendre. Là. Ça, il y a une charge mentale qu'on n'a pas sur le vélo intérieur. Fait que c'est sûr que. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la première journée, là, Alexandre, tu l'as mentionné souvent, êtes-vous rouillé? Moi, j'étais rouillé solide, là. Puis j'ai vu une nette différence après ça, les jours suivants. Pourquoi? Parce que j'ai simplement envoyé des signaux à mon cerveau pour dire, ben, il y a plein de prises de décision. Au début, c'était vraiment pas naturel dans mon cas. Parce que j'avais besoin là, de revivre cette stimulation-là. Il y en a pour qui ça a peut-être été plus facile. Je ne sais pas pour les jeunes si ça a été plus facile. Mais pour moi, un vieux master, la prise de décision, là, c'était vraiment pas naturel. La première journée, là, je me trouvais tellement branleux, Pascal. Là. Écoute. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi, je te trouvais branleux. Mais ce que je voulais dire aussi. C'est combien de personnes, mettons, à la première sortie? On va couper ça en montage. Oui, oui. Tu veux-tu que je le coupe? Si tu veux, je le couperai pas. Non, regarde, je vais couper au montage. Tu pourras me repluguer plus tard. C'est terrible. Ça sera un contre un. On vient à. Non, mais combien, pour vrai, la première sortie... Tu mentionnais, oui, sur le plan musculaire, il y a des impacts différents parce que la position est différente. Moi, j'ai mal dans le bas du dos quand je sors la première journée en vélo de montagne. Je torque des racines, ça vient me chercher dans le bas du dos. Je mets ça sur Zwift. Ben moi, sur la base d'entraînement, j'ai pas mal dans le dos. Je vois pas beaucoup de différence par rapport à ça. Sur le plan de la contribution musculaire, parce que j'ai pas le choix de tirer sur ma pédale. Non, pas le choix. Mon ischio-jambier est beaucoup plus sollicité. Sinon, tu ne monteras pas à côte. Parce que je peux être paresseux sur une base d'entraînement puis juste pousser. Mais sur le vélo à l'extérieur, pas le choix de tirer. Puis si je tire essentiellement, je vais stimuler davantage cette chaîne musculaire-là. Alors, moi, je fais cette différence. Puis tu sais, tous les bursts neuromusculaires qu'on fait quand on arrive en avant d'une roche, en avant d'une racine, pour la monter puis aller se propulser vers l'avant pour passer la roche, passer la racine. On fait jamais ça sur Zwift. Bon, mais tu sais, mettons si je résume ça, là, c'est vrai que c'est le fun ce que je dis. Parce que les habiletés motrices, ça se développe quand on est jeune. Synchronisme, la coordination, l'équilibre statique, l'équilibre dynamique. Plus on fait des sports différents, moins on est spécifique quand on est jeune, plus on pratique des sports où on va stimuler, ça va être transférable dans le vélo de montagne. Alors c'est pour ça que moi je reviens tout le temps, camp d'entraînement, je refais la boucle, camp d'entraînement spécifique pour des jeunes, peut-être avantage à faire autre chose pour se développer en multisport, où ils vont développer l'équilibre. Le hockey, on va travailler l'équilibre. On va travailler l'équilibre au hockey. Si je fais du skate, c'est fantastique. Donc, ces habiletés motrices-là vont être transférables. Puis, on revient encore à l'idée, est-ce qu'un camp d'entraînement, c'est pertinent? Moi, je reviens tout le temps au fait que, avec qui on travaille? Est-ce qu'on a des gains, plus-value à faire, à développer les systèmes organiques, ou on aurait plus de gains à développer les qualités motrices en faisant? Peut-être que si on ferait du skate, pour certains, là, on aurait fait du skate toute la semaine, peut-être que ça aurait été fantastique pour eux. Alors, on aurait peut-être développé des qualités motrices.
Qu'est-ce que tu en penses, Patrice? Patrice. Patrice Roy? Ben, je pense. Pascal? Tu sais, je pense que puis Je divague un peu. Mais, ouais, un peu. Non, c'est pas vrai. Non. Tu divagues pas, t'as raison, mais moi, je pense que je vais te challenger là, par rapport à ça. Là, dans le sens que on est dans un camp d'entraînement. Je pense que tous les éléments qu'on vient de nommer depuis tantôt, pour les mettre tous ensemble, faut sortir dehors, faire du bike. Tu sais? Parce qu'après ça, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour partir de là puis aller faire les compétitions, vu qu'on est pré-compétition présentement. Tu as raison, développer les habiletés motrices. Je pense que de l'inclure peut-être dans les rides, tu fais comme OK, on fait un 3 heures, puis on met l'accent sur telle chose. C'est spécifique à notre sport. On est dans un stade pré-compétition, dans un mésocycle pré-compétition. D'accord. Là, tu sais, c'est qui aujourd'hui qui me disait c'est Mathis, il est où? Ouais, toi. Il disait aujourd'hui, moi, je vais mettre l'accent sur les drops. Lui, il voulait mettre l'accent sur les drops. Puis il dit je peux pas travailler 56 affaires en même temps. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent là-dessus. Je vais me concentrer là-dessus. Puis dans le fond, c'est thumbs up, man. Parce que tu te concentres sur une affaire aujourd'hui, c'était ça que tu voulais faire. Excellent. Après ça, la deuxième sortie, peut-être tu peux te dire, bon, ben, comment je peux améliorer mon cornering? Comment je peux prendre les virages? Ouais. Virage à plat, aujourd'hui, peut-être demain, ça va être les burns. Peut-être qu'après ça, ça va être les jumps. Peut-être que, je comprends. Mais moi, je suis pour essayer de le mettre dans le camp d'entraînement. Dans le camp d'entraînement, Question à te poser, Pascal. La fatigue qui est ressentie dans le camp d'entraînement, avec l'expérience que j'ai comme entraîneur, je me suis souvent rendu compte que les athlètes ont de la fatigue. Souvent, les athlètes vont me dire « Ah, je suis pas fatigué, on va rentrer 3 heures, 4 heures, 2 heures, 3 heures, on va faire un bon bloc d'entraînement. » Puis ils vont m'appeler le lendemain, ils vont dire « Juste, donne-moi de l'entraînement. » Ils arrivent de leur camp. Puis le lendemain, 24 heures après, ils me demandent de la charge d'entraînement. Puis là, la réponse, je leur dis « On va attendre un peu. » Tu vas voir que des fois, la fatigue t'arrive demain. C'est clair. Puis des fois, il y a une fatigue induite qui va se faire ressentir plus tard après le camp d'entraînement. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut porter une certaine attention sur ça. Moi, je dis tout le temps, on a un éléphant à manger dans notre carrière. Des fois, je donne ça comme exemple. Là. Fait que l'éléphant, là, je ne le mangerai pas tout de suite. Je ne le mangerai pas juste pour un souper. Hein. Je vais essayer de le manger par petites bouchées. C'est un peu comme ça l'entraînement. Puis c'est toujours un peu ma crainte, moi. Je vois les jeunes cette semaine, puis je me dis, je vais leur demander, c'est quoi ton échelle de perception de l'effort? Bon, pas fatigué. Pas fatigué, ils ont fait 3 heures. Ils n'ont jamais fait 3 heures pratiquement dans leur carrière. Ils ont fait 3 heures en ligne, puis ils me disent qu'ils n'ont pas de perception de fatigue. J'ai un peu de difficulté à comprendre comment l'athlète ne donne totalement pas la bonne réponse. Mais selon toi, avec ton expérience, moi, l'expérience que j'ai, c'est souvent, il y a une grande fatigue qui va s'installer après un camp d'entraînement. Mais surtout un camp d'entraînement qui est un petit peu hors norme, si on veut. En fait, je pense que c'est... je vais être plate pour certaines personnes qui sont ici, mais ça fait partie beaucoup du stade, là, apprendre à s'entraîner puis s'entraîner à s'entraîner. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, on a reçu un athlète olympique en ski de fond, Sandrine Brown, à un moment donné, qui est venue nous donner une petite conférence quand j'étais avec les fondeurs, puis elle nous disait, à 23 ans, là, ça a été la première course de ski de fond de toute sa vie qu'elle a réussi à gérer de la première minute à la dernière minute. Puis, elle n'a pas commencé la course à 23 ans, là. Elle a commencé la course quand elle était petite. Fait que ça y a pris des années et des années à arriver à dire, puis ça, c'est juste pour bien gérer une course. Fait que combien d'années que ça prend à des athlètes en développement, minime, cadet, junior, à dire, bon, ben, c'est quoi la fatigue que je ressens? C'est quoi mes éléments déclencheurs? Puis c'est quoi mes signes à moi de fatigue? Puis apprendre à se connaître en tant qu'athlète, ça peut prendre le même temps que Sandrine. Ça y a pris à être capable de gérer une course. Ils ne sont pas nécessairement à l'affût de tous les signes puis de tous les facteurs, tu sais. Puis... Oui, mais je comprends ça. Je comprends que c'est de l'individualisation, il y a de l'individualité là-dedans, chacun est différent.
Chacun évolue pas à la même vitesse. Sauf que moi, comme entraîneur, avec un camp d'entraînement avec des jeunes, est-ce que si l'athlète me dit, moi, parce que je veux pas créer une énorme fatigue induite où je vais être une semaine à dire, ben là, il est tellement fatigué que je peux rien faire après. C'est pas d'avance, ça. Ben pour moi, ça me satisfait pas comme entraîneur parce que je vais avoir des microcycles. Oui, je vais avoir peut-être 2-3 jours un peu plus tranquilles, puis peut-être même repos complet. Mais je veux que l'athlète soit capable de se remettre sur les rails pour redévelopper de nouveau, surtout à cette période-ci. Mais Jude. Mais ça, pour moi, c'est une période. Toi, comme entraîneur, l'athlète qui te dit, moi, je ressens pas de fatigue. Puis toi, ben là, il n'a pas fait de 3 heures dans sa vie, mais il en vient d'en faire 3 puis 4 de suite. Tu l'arrêtes ou tu l'arrêtes pas? Ben oui, tu l'arrêtes. Tu l'arrêtes parce que de toute façon, normalement, c'est dit qu'il veut retourner. Suite à un camp d'entraînement, si l'athlète se connaît à 100%, il va le savoir qu'il a besoin lui-même d'un temps de repos. Mais si l'athlète ne se connaît pas? Oui, c'est à toi, c'est à nous autres un peu de lever un flag. OK, ouais. Ben non, ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est à nous autres de lever un flag, dire, je suis d'accord avec toi. Tu viens de faire 2 semaines, puis c'est pas parce qu'on n'aura pas d'énergie quand on va finir à la fin. Je suis d'accord avec toi. Non, tout le monde en a d'énergie. Donc, tu prends tes responsabilités d'office, puis fais preuve de leadership, là, en disant non, écoute, moi je pense que c'est pas raisonnable. Exact. C'est pas raisonnable. Il faut prendre le lead, puis il faut les éduquer. Parce que, tu sais, je mentionnais que l'aérobie de longue durée, l'entraînement de foncier, on peut développer l'entraînement foncier en état de fatigue, d'une certaine façon. Puis, donc, jusqu'où je peux amener cet athlète-là cet état de fatigue-là. Moi, sincèrement, ça m'interpelle tout le temps. Parce que je suis un entraîneur, je te dirais, dans la carrière d'entraîneur laquelle j'ai fait, c'est que j'étais davantage plus bienveillant que pas assez. Dans le sens que je préférais tout le temps être un petit peu en dessous que d'être surmené ou surentraîné. Peu d'athlètes ont été surentraînés à lesquels j'ai dirigé. Mais des fois, je me dis, bon, peut-être qu'on aurait pu en faire un peu plus. Peut-être. Mais je pense pas que c'est très agréable d'amener ces athlètes-là dans un état où ceux-ci... Bien, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Puis ça l'a pris jusqu'à 2 à 3 ans pour l'athlète à s'en remettre. C'est très long. Ouais. Moi, j'ai eu un athlète déjà en sport-études. Je vais le nommer Anthony. Là, je ne nommerai pas son nom, mais Anthony a fait le programme sport-études. Puis c'était quelqu'un qui était super motivé à vouloir s'entraîner en sport-études. Puis c'était une situation à laquelle je n'avais pas vécu. C'était le gars, là, à la Williams, tu t'en souviens? Il avançait plus, là, pantoute, là. Ah ouais, super bon athlète. Les contre-performances. Puis pendant tout l'été, il y a eu une saison, je pense, qui a été complètement off, là. Pas capable de se remettre sur les rails, là. Ouais. C'est plate en tabarouette. Alors oui, puis quand ils sont jeunes, tu passes à côté des belles années de développement dans ce temps-là. Ouais. Quand ils sont 6 mois sans être capables de s'entraîner. Puis là, toi, comme entraîneur, ben là, tu te dis, Colin, dans le fond, j'ai un peu scrappé une saison. Mais par la suite, ce que j'ai eu vent, c'est que l'athlète me disait, ben, en fin de compte, j'en faisais tout le temps un petit peu plus de ce que tu donnais, puis j'en rajoutais. Bon. Fait que des fois, les athlètes super motivés, super engagés, ben nous, les entraîneurs, quand on donne une prescription, ben on s'attend que cette prescription-là est faite. Alors si l'athlète, parce qu'il... Puis pas plus, puis pas moins. Ouais. L'athlète décide de lui, moi je vais en rajouter, parce qu'on pense que plus on va en faire, plus on va aller vite. Ben non, je pense pas. Parce qu'il y a des moments de récupération, puis si je stimule une qualité athlétique particulière, ben il devrait avoir tant d'heures de récupération. Puis c'est des entraîneurs habilités qui sont... C'est toi qui m'as dit, tu sais, puis Alex, il me disait, tu sais, tu dis tout le temps, est-ce que c'est plus la science de l'entraînement? Ouais, est-ce que c'est de l'art ou de la science? Ben, tu sais, moi, je pense que, mettons, si je réponds à cette question-là, avec les informations que j'ai, c'est 90% de la science, selon moi. Ouais. Mettons, si j'avais à quantifier, là, ou 80 ou 90%. Ouais. Puis le 10 ou 20% d'art,
bien, c'est la personnalisation de l'athlète que tu es en train d'entraîner. Oui. De la connaissance de cet athlète-là. Oui. Puis de savoir l'entraînabilité de cette personne-là. Ah ouais. Puis ça passe par le lien que tu as avec ton athlète. Ouais. Mais tu sais, je veux juste détailler... L'information qui te retourne. Ah oui, le input. Mais je veux juste détailler un peu l'entraînabilité. Bon, on s'entend là-dessus, c'est que si je donne une charge d'entraînement à M. X, puis je donne la même charge d'entraînement à M. Y, bien, on s'entend qu'on ne créera pas les mêmes adaptations. Mais l'entraînabilité aussi, pour moi, c'est... Si je stimule un athlète, il y a une amélioration de son développement, d'une qualité athlétique. Je le stimule de nouveau, il y a encore une amélioration d'une qualité athlétique. Bien là, il est entraînable. Donc, on a une capacité d'entraînabilité. Et c'est pour ça que c'est hyper complexe. C'est hyper complexe. C'est hyper complexe parce que... La richesse va provenir plus que tu t'en vas vers un athlète éventuellement de haut niveau, mais plus que ça va passer par le lien puis la communication que tu as avec cette personne-là. Ah non, c'est sûr. C'est comme si tu n'as à peu près pas d'informations ou comme Alex il disait, si tu mens aujourd'hui parce que tu veux faire comme tes amis puis tu vas aller faire le 4 heures au lieu de faire le 2 heures, puis tu mens parce que tu es brûlé, mais tu le dis pas, ben là, tu vas juste comme dig, puis tu vas creuser ta tombe. Exactement. Puis là, tu vas peut-être en avoir pour une semaine et demie à t'en remettre à ton retour. Exactement. Mais là, on n'aura pas le gain pour lequel on est venu faire un camp d'entraînement. Fait que c'est vraiment dans le développement de la relation avec Mais moi, j'aime ça. Tantôt, tu disais la charge d'entraînement, l'athlète doit donner du input, nous dire comment est-ce qu'il se sent. Mais là, ce qui est important, c'est d'essayer, à mon avis, c'est de trouver le bon langage, puis que ça soit... Bon, si on travaille, par exemple, avec la réponse à la perception de l'effort, bien, si l'athlète me met un 6 sur 10, bien, pour lui, je m'attends qu'un 6 sur 10, peut-être que pour un autre, lui, il va mettre un 7 sur 10, mais moi, je vais avoir l'information que le 6 sur 10, il est vraiment réel. Puis plus on travaille longtemps avec le même athlète, plus on est en mesure de pouvoir un petit peu s'amalgamer avec ce que lui va ressentir. On connaît, tu sais, le training, le TSS, là, c'est le training stress score, puis des fois, on va donner un entraînement, on va penser que l'entraînement est facile. Moi, je vais penser ça. On va penser que l'entraînement est facile, mais dans les faits, peut-être que l'entraînement est peut-être pas si facile que ça. L'entraînement planifié, l'entraînement réalisé, peut-être que l'athlète, il va dire, ben moi j'avais présumé un 4 sur 10, mais l'athlète, il va me dire, moi, c'est un 7 sur 10. Mais si j'ai pas ce input-là, je peux pas... C'est là qu'on procéder dans les ajustements. On rentre dans la complexité de notre métier, dans le fond. Ouais. Ça, c'était la cloche que c'est fini le podcast. C'est terminé? Non, non. Non, c'est pas vrai. C'est terminé? Une autre question. Vas-y, une question. Oui, on déborde. Ben alors... Comment vous faites, vous, les coachs, pour prévoir un pic de performance? Ou comment gager ça? Comment amener ça? Puis dans vos mots, comment... C'est une bonne question. En 5 minutes. En 5 minutes, là. Veux-tu que je commence ou tu veux commencer? Ben, écoute, encore une fois, on sait que des pics de performance, on peut peut-être en atteindre 2 dans l'année. Puis, encore une fois, c'est vraiment une question de modulation de la charge d'entraînement. Normalement, si on fait un pic d'entraînement dans un premier temps, c'est sûr qu'on va faire un affûtage, là. On va diminuer le volume, on va garder la fréquence des intensités, on va donner plus de récupération. Fait qu'un pic de performance, c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser chez des athlètes. C'est très difficile. C'est pas quelque chose qui est simple à réaliser. Puis quand tu réussis un pic de performance avec un athlète, si tu as noté, puis tu as pris conscience, évidemment, tu as pris conscience de ce que tu as fait parce que tu as modulé son entraînement pour chercher un pic de performance, essaie de retenir ce que tu as fait avec l'athlète parce que pour essayer de reproduire. Mais la difficulté, par rapport à la question, la difficulté, c'est que l'athlète, il est vivant. Il est vivant dans le sens que on évolue dans le temps. Physiologiquement, nos qualités, là, on peut avoir des qualités de vitesse en début de carrière, puis on se rend compte qu'on a peut-être plus des... À un moment donné, on perd un peu les qualités de vitesse. Alors,
souvent, l'affûtage, il ne pourra pas être pareil d'une année ou d'un 5 ans à l'autre. C'est extrêmement particulier et difficile. En tout cas, moi, dans mon cas, à faire un pic de performance avec un athlète, on a réussi. On a réussi avec des athlètes, mais c'est quelque chose qui est particulier. Je ne rentrerai pas dans les détails de la modulation versus l'affûtage, puis le travail de qualité. Je pense que chaque entraîneur a un peu sa recette avec son athlète aussi, mais on sait qu'un pic de performance, l'état de flow, comme on dit, là, où l'athlète va embarquer sur son bike, puis il va se dire « j'avais mal, je forçais, mais ça a comme passé vite. C'est comme un nuage ce qui s'est passé. J'étais vraiment d'une bonne journée. » C'est difficile parce que l'athlète, il y a un biorhythme aussi. Il y a tellement d'hormones qui peuvent être sécrétées par l'athlète aussi dans des moments quotidiens. Ça fait que moi, j'ai pas nécessairement de recette précise à apporter par rapport à ça, mais je pense que c'est très individualisé. Ouais. Moi, si j'avais, mettons, à moins prendre l'individu, là, mettons, parce que là, tu as été beaucoup sur l'individu, mettons, si j'avais à répondre à ta question, mais plus de façon, mettons, structure de planification d'entraînement, là. Ben, tu sais, je vais prendre, mettons, exemple, là, on va prendre, parce que c'est à peu près toute la même façon qu'on fonctionne, mais on va prendre l'objectif A, puis là, on va se calculer, mettons, un 7 à 10 jours d'affûtage avant, puis après ça, on a ce qu'on appelle, finalement, la pré-compétition, qui est un mésocycle. Fait que tout ça, là, comment que ça se prépare un pic de performance? Ça se prépare par une bonne planification annuelle d'entraînement. OK? Puis c'est dans la planification de tes différents mésocycles d'entraînement qui vont t'amener éventuellement à ta pré-compétition, qui va t'amener à ton affûtage, puis qui va t'amener à ton pic de performance. Vers le jour J, ouais. Exact. Puis le pic de performance, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, là? Si on prend ça, là, de façon peut-être, je vais dire littéraire, là, mais c'est-à-dire, c'est d'arriver le plus en forme possible avec le moins de fatigue. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu peux arriver puis être capable de pousser des watts d'intervalle extraordinaires. Je vais te donner un exemple. Mettons, tu es capable de pousser, je sais pas moi, un 5 minutes à 400 watts, on va dire juste des chiffres de même, 5 minutes à 400 watts, à ce moment-là précis, mais tu es complètement exténué. Fait que tu vas arriver dans ta course puis tu vas être obligé de mettre le flasher parce que tu vas être complètement explosé. Mais si tu avais eu peut-être 10-15 watts de moins, mais tu avais complètement effacé ta fatigue, tu aurais été capable de répéter l'effort, tu vas arriver encore plus en forme. Fait que dans le fond, le pic de performance, donc ce que tu parlais dans ta question, ce que c'est d'arriver le plus en forme possible par rapport à une fatigue qui est inexistante. Fait que c'est à ça, dans le fond, qu'on prépare l'athlète. C'est à ça que ça sert l'affûtage. Ça sert à garder tes qualités, mais à effacer ta fatigue. OK. Puis, admettons, la semaine avant les 10 jours, tu fais du volume, tu fais un gros bloc d'entraînement? Ben, normalement, c'est un bloc de pré-compétition. Tu peux faire une surcompensation. C'est là, exact, que tu vas aller chercher de la surcompensation. Fait que c'est là que la grosse charge de volume ainsi que d'intensité est. C'est ces semaines-là qui précèdent. Puis là, écoute, qu'est-ce que je travaille? Quel système d'énergie que je sollicite pour faire ma surcompensation? Est-ce que je mets des courses préparatoires ou je fais juste de l'entraînement pour me préparer à faire une surcompensation? Mais je peux pas, surcompensation, c'est que j'en fais plus, mais je peux pas maintenir le plus tout le temps. Alors, tôt ou tard, je devrais faire un affûtage 7 à 10 jours. 7 à 10 jours, je diminue 40% mon volume en temps. Je garde mes intensités, mais je mets plus de récupération dans mes intensités. Super important de garder l'intensité. Hein? Pour essayer de favoriser le repos. Puis tu as très bien expliqué qu'avec les mésos, c'était un petit peu plus cartésien. Oui, c'est ça. Moi, je parle un peu plus d'individualisation, mais l'affûtage, c'est très difficile à réaliser. Pas quelque chose qui est simple. Tu peux l'écrire. Le faire. Ben, moi, je ne sais pas si Léandre est là, mais l'an passé, au Mont-Saint-Anne, avec Léandre, quand il a fait sa 16e position, là, je vous dirais que les 7 à 10 jours avant, on a fait je dirais qu'on a fait 2 super méga entraînements où on a travaillé, je vais vous donner un exemple, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait à
en lactique, 50 secondes. Puis je lui demandais de maintenir 2 minutes 15, espèce de grande côte d'aval. Mais c'était vraiment du travail lactique, les 45-50 premières secondes, puis maintenir l'effort jusqu'à 2 minutes 15, à maintes reprises. Puis on a insisté beaucoup sur ce stimuli-là. Maintenant, bon, maintenant, moi je pense que ça a eu des effets. On l'a retenu, cet entraînement-là. C'est un entraînement qui a été retenu. Puis, bon, maintenant, on va voir ce que ça va redonner d'autres réponses. Mais ça, c'était une espèce de surcompensation sur le développement d'une qualité hyper spécifique pour dire, je veux essayer d'être top gun, un peu meilleur sur mon départ de course. Puis, il y avait une bonne charge d'entraînement par rapport à ça. Puis du repos entre ça. On ne peut pas maintenir ça là, en haute intensité sur tous les jours. Ouais. Mais c'est très individuel. Tu sais, comme là, ils ont tenu cet entraînement-là pour les hanches. Ouais. Puis, mettons, je prends mon exemple de Jude qui m'a donné du lactique l'année passée. On a parlé quelques semaines de lactique. Puis là, je me suis rendu compte que j'avançais comme un avion, man. Ouais. Pour vrai, là, après Ouais, 2-3 entraînements, je fais comme aïe, 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 là, je voyais toute la différence du monde. Pourquoi? Parce que dans mon passé de triathlète, puis j'ai jamais été travailler, tu sais, le lactique. Puis là, un petit peu en sollicitant ça, je voyais des gains énormes. Mais tu sais, ça, c'est moi, là. C'est peut-être pas toi. Mais on l'a fait dans une période où c'était propice à le faire. Exactement. Mais on ne l'aurait pas fait en entraînement foncier, on ne l'aurait pas fait en préparation générale, tu sais. C'est ça. Fait que, à un moment donné, avec l'athlète, il y a des forces et des faiblesses, puis c'est un puzzle. Un athlète qui veut performer, il faut développer la connaissance approfondie de ses qualités. Ah oui? Savoir ses forces, savoir ses faiblesses. Puis la différence entre un entraîneur moyen puis un entraîneur de haut niveau, c'est d'être capable de faire ces distinctions-là. C'est d'être capable de dire... C'est la personnalisation non, d'entraînement. Tu pensais, toi, que c'était telle affaire, mais non, c'est telle affaire pour telle raison. C'est la personnalisation et là, on s'enligne sur une autre filière énergétique. Tu sais, veut dire, aussi, Pascal, je vais aller m'acheter, je peux aller m'acheter un programme là, sur Internet. Là. Je vais aller voir, on va prendre le modèle d'entraînement d'un athlète, puis je vais, un athlète connu, puis je vais essayer de l'appliquer à mon enfant. C'est ridicule. Je peux pas faire ça. Il y a du monde qui fait ça, là. Moi, ils vont aller chercher un modèle, ils vont l'appliquer. Ils vont l'appliquer à leur enfant. Il n'y a aucune individualisation là-dedans, aucune personnalisation. C'est dangereux. C'est quelque chose, à mon avis, qui est c'est dangereux. Tu sais, l'athlète va-tu être plus en forme? La réponse est certainement que oui, parce qu'il s'entraîne. Mais après ça, tu sais, est-ce qu'il va aller chercher le maximum? C'est sûr que non. Tu sais, parce que ça ne sera pas personnalisé à lui, ça va être général. Fait que, tu sais, en quelque part, il va être plus en forme. Ben oui, il s'entraîne. Tu sais. Exact. Mais après ça, quand tu veux parler de haut niveau, puis tu veux développer davantage, tout à fait. Je veux dire, à un moment donné, ça marche plus. Je suis entièrement d'accord avec toi, Pascal, là-dessus. Il y a aussi le contexte avec lequel parce que ta séquence, tu peux la reproduire, mais que ton athlète ne provient pas de la même... n'est pas au même moment dans sa saison. Par exemple, il arrive de 2 Coupes du Monde, puis là, il a besoin de faire un pic de performance. Ou il arrive de pas grand-chose, puis là, tu fais la même séquence pour avoir ton pic de performance. Il y a aussi ça à moduler. Ouais. Puis tu sais, on pourra regarder, mais moi, j'ai tiré vraiment un peu ce que j'ai gardé en note, mais je pense qu'au championnat canadien l'année passée, avec Vic, on a réussi un bon pic de performance. C'est ça. Et je l'ai gardé pas rien sur les 7. Je l'ai pas rien gardé sur les 5, 6, 7 semaines. Je pense que j'ai tiré à plus pour savoir qu'est-ce qui s'avait passé avant aussi. Ouais, c'est pas ça qu'il faut garder. C'est pour ça qu'il faut avoir des traces. C'est pour ça que les athlètes travaillent avec des entraîneurs. Je parle des athlètes sérieux, il faut laisser des traces. Il faut donner de l'information. Il faut recevoir du input parce que c'est ça qui va faire qu'on va modeler le programme d'entraînement en fonction de votre individualité. C'est ça du coaching. C'est juste ça. Parce que je peux connaître tous les systèmes d'énergie, je peux avoir beaucoup de connaissances, puis ça, c'est le côté relationnel. Fait que si vous avez un entraîneur capable d'établir cette relation-là, je pense que ça, c'est, à mon avis, c'est oui. Il faut faire attention, guys, il ne faut pas se leurrer. Là. Mettons, vous venez me parler à moi, je vais vous donner une information par rapport à moi, la façon que je fonctionne. Puis vous allez poser la même question à Alex, vous allez poser la même question à Jules, puis vous allez peut-être avoir 3 réponses différentes. Parce que ça fait partie du 10% de l'artiste
qui fait la planification Je d'entraînement. suis d'accord avec C'est toi. pas qu'un est plus bon ou moins bon ou X que l'autre. C'est juste que il n'y a pas de livre qui dit, comme quand t'es parent, oui. c'est la même affaire qu'être parent. Je suis un peu C'est être d'accord avec toi entraîneur, là-dessus. c'est ça. Il n'y a pas de livre qui nous dit, il arrive telle situation, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est moi, selon mon background, selon les athlètes que j'ai entraînés, selon ce que je pense, selon... Puis ça, pour un entraîneur, tu sais, moi, je me rappelle, là, en ski de fond, on arrivait dans les compétitions, on voyait nos personnes, tu sais, les fondeurs qui faisaient du double polling, puis on voyait que par rapport aux autres, ils étaient vraiment pas là. Là, on se disait, oh, lundi, on change la planification, musculation, on met l'accent plus sur le haut du corps, double polling. Avec Diane? Non, avec Rémi. Diane n'était pas là. Diane, elle a pris ma place. OK. Fait qu'elle n'était pas là, elle, à ce moment-là. OK. Fait que là, on arrivait, on retournait au sport-études, on allait comprends. voir les kins, on adapte le plan d'entraînement, Je comprends. on n'est pas là sur le haut du corps. Puis là, c'est là. Ouais. On a fait une compétition, tac, on rentre, on modifie le plan d'entraînement. Mais là, moi, je vais écouter un podcast, je vais écouter une émission, je vais écouter C'est ça. quelque chose sur YouTube. Puis là, je vais faire, ah ouais, ok, je vais faire telle. Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à telle affaire. Puis là, j'arrive, puis avec mes athlètes, là, ben là, je vais leur incorporer certaines séances d'entraînement que j'avais pas faites avant. Mais tu sais. ça m'amène à Pascal, lorsque sur le plan pédagogique, si tu parles à tes athlètes, par exemple, tu leur fais faire un training, prends-tu le temps de leur expliquer là, un peu le pourquoi de l'entraînement? Cet entraînement-là, on aura des effets. On travaille cette qualité-là parce que ça aura des effets sur ce qu'on va faire plus tard. Est-ce que tu prends le temps de leur expliquer un peu le processus dans lequel ils se personnellement. retrouvent? Ouais. Crois-tu qu'on aura avantage à essayer de le faire Oui, un peu plus? mais peut-être faire juste attention. Personnellement, je pense que j'ai peut-être pas le même corps de personnes que j'entraîne que toi, tu peux avoir. OK. C'est-à-dire que je vais prendre le temps Ouais. avec un athlète de haut niveau. Ah ouais. Puis là, je vais leur expliquer, bon, ben regarde, on rentre dans telle phase, puis je vais te faire faire telle... Oui, OK. ça, je vais tout prendre le temps de tout prendre faire le ça avec temps. ces OK, je athlètes-là. comprends. Ouais. Fait que pour moi, mettons, ça peut représenter entre 3 et 6 athlètes Ouais, ouais. présentement. Mais c'est sûr que, mettons, je sais pas moi, un master qui va Ouais, je faire de comprends. la Coupe Québec en vélo de montagne, j'irai pas là. Non, tu je vas vais pas essayer là. ça, OK, je puis comprends. ce que je vais écrire sûrement En dans fonction, Training ouais. Peace, je vais OK. dire, hey, écoute, essaye Ouais, ouais. ça, j'aimerais ça que tu me donnes tes commentaires. OK. OK. Tu sais, puis souvent, la phrase OK. que je mets dans mes commentaires, c'est dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Puis là, Ouais. je suis un petit bonhomme sourire en voulant dire je veux tes commentaires par ouais, rapport à ça. OK. tu sais. OK. Fait que moi, c'est plus de cette façon-là, mais c'est sûr, je peux pas éduquer Parce que toutes les personnes. un de mes objectifs, moi, c'est d'essayer de développer de l'autonomie chez l'athlète. Parce que si l'athlète comprend ce qu'il fait, comprend aussi. Quand il se retrouve dans sa préparation, ben, si le journée n'est pas capable de me rejoindre ou pour X raison, je ne suis pas capable de le rejoindre, il ne reçoit pas son plein d'entraînement, ben, quelque part, il va être en mesure de pouvoir peut-être s'établir quelque chose qui Exact. correspond à ce qu'il a logiquement besoin de faire pour la période dans laquelle on se retrouve. Pour ça que l'autonomie, moi, je pense que c'est un objectif à lequel on doit je suis d'accord. essayer de... En tout cas, bref, je voulais juste t'emmener un peu sur le sujet, là, comme tel, parce que... C'est drôle, avec mon collègue Alexandre Gagné-Villeneuve, on a travaillé souvent ensemble, puis Alexandre, au début, je pense qu'il pensait que j'allais shooter mes programmes d'entraînement, j'allais shooter c'est ce que je faisais un peu au niveau des structures d'entraînement. Puis plus souvent qu'autrement, ce que je faisais, je parlais davantage des réactions que les athlètes peuvent avoir, un peu plus des préoccupations, un peu plus psychologiques, un peu plus mentales que physiologiques. Puis au fil du temps, des fois, il me disait, hey, Jude, je pensais qu'on allait avoir le temps de parler de programme d'entraînement, tu sais, de façon concrète. Nombre de séries, nombre de répétitions, les temps d'effort, les systèmes d'énergie. Puis c'est plus souvent qu'autrement, là. Puis on s'en est parlé. Mais pour moi, ce qui était important, c'était plus ce côté-là de dire enseignement, oui. explication un peu de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et non aller dans les détails de la prescription. Ouais, puis c'est parce que dans lui, la il va prescription, trouver sa prescription. Il va la trouver, puis Probablement. dans le sens qu'il y a des grands principes à respecter. Tu travailles de la panne, tu vas chercher tant de minutes. Tu travailles du lactique, tu vas chercher tant de minutes. Ouais. Tu travailles du Ouais, FTP, tu vas chercher ouais, tant de je minutes. comprends, Après je ça, tu comprends. décales ça. Puis on est-tu en qualité, en capacité Ouais, je comprends. par rapport à notre planification d'entraînement, nos mésocycles. Ouais. Mais tu as raison, c'est à lui de faire ses recherches aussi, puis Ouais. de se mettre dans le bain, puis Ouais, de dire. c'est ça. Puis ça, ce que ça permet aussi quand tu fais ça toi-même, Ouais. tu fais toi-même tes recherches,
Puis bon, si tu as la chance d'être athlète, tu te dis, si moi j'avais à faire cette séance-là, là, ça ressemblerait à quoi? Puis souvent, moi, les séances que je donne, toutes les séances que je donne, je les ai déjà faites. Moi, personnellement, mais c'est pas... Tu sais, je juge pas les gens, exemple, qui les ont pas faites, mais moi, c'est de cette façon-là parce que je fais encore les compétitions. Ouais, je comprends. Fait que je suis en mesure de quantifier, de dire, ça fait-tu du sens ou ça... Ouais. Ou c'est... Mon Dieu, ça fait vraiment pas de sens, le temps de repos est pas assez long, puis... je comprends. Mais c'est un travail, tu sais, de questionnement, puis de recul.